cadrage, avec une petite précision. Si je dis des choses intéressantes là maintenant, c'est pas moi qui les suis de mon pouce, je les dois à tous les combats de femmes, notamment les féministes, et aussi les chercheuses féministes d'abord, grâce à qui on peut maintenant avoir des données, des éléments de compréhension clairs des phénomènes des violences faites aux femmes. Si je dis des conneries, c'est les miennes cette fois-ci du coup. Deuxième élément de précision, je voudrais insister sur le fait qu'on a quelques points d'avancée par rapport à une situation antérieure. Pendant longtemps, il y a eu un véritable déni et d'autres, mais là on est en France, on va parler de celle-là. L'existence même des violences faites aux femmes et de leur caractère. Pendant les premières qui ont mis l'enjeu sur le tapis, bel et bien des militantes qui étaient stigmatisées, non qui subissaient des violences. Il y avait une tendance de notre société à mettre en doute. Ça a été quelque chose, pas d'anecdotique, de systémique, de régulier, de structurel. On est sorti de cette phase-là petit à petit et progressivement, y compris parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont pu être financées pour prouver faites aux femmes. Deuxième élément d'avancée, elle est récente. Pendant longtemps, quand on parlait des violences faites aux femmes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on parlait des femmes battues. Et puis ensuite, quand on pensait aux hommes violents, c'est comme si c'était une extrême minorité, dont je vais dire quelques mots. Les choses qui ont changé, c'est ce processus de mise à distance, de dire que les femmes battues, c'est les autres. Elles sont loin de nous, c'est certaines. Les hommes violents, c'est les autres. Ça ne peut pas être nous, c'est certain. Et pareil, l'idée que c'est une minorité, mais il y a une espèce de processus de mise à distance. Depuis quelques années, pendant longtemps, on avait aussi l'image, donc dites-moi si ça vous rappelle quelque chose, en fait, Modestine, si ça vous parle, globalement, de certaines populations, pendant d'autres années aussi, une autre façon de mettre à distance aux femmes, de focaliser des violences physiques à certaines figures, le monde, les classes populaires, mais aussi, pour le dire comme les Arabes et les musulmans. Comme s'il y aurait un sexisme spécifique des musulmans, des Noirs et des Arabes, et que d'autres ne seraient pas concernés par ça. Je le dis sans le succès de mon pouce non plus, il y a quelques phrases types qui ont été répétées pendant les médias, dans les médias pendant longtemps, par exemple par une personne, Elisabeth Badinter, qui a régulièrement dit et écrit que le sexisme avait été réalisé. Maintenant, il ne se passait que dans les banlieues et les quartiers populaires. Donc dans l'immigration, il y a ce processus de dire le sexisme vient d'ailleurs. Là où ces mécanismes de mise à distance ont été utilisés ces dernières années, c'est particulièrement fort, où là, cette fois-ci, c'est plus seulement quelques chercheurs, quelques chercheuses, quelques militants, quelques personnes qui sont concernées par ça. Maintenant, l'ensemble de la société française a compris que les violences faites aux femmes et les féminicides, puisque maintenant on a un mot pour le penser aussi, elles sont transclasses de bas en haut de la pyramide sociale. Il n'y a pas plus de violences faites aux femmes et de féminicides dans les classes populaires qu'il y en a tout en haut de la pyramide sociale. Dans ce qu'on entend dans les médias, dans les faits divers, dans les faits qui sont traités dans les tribunaux, il y a encore aujourd'hui une sous-représentation des classes moyennes et des classes supérieures dans les féminicides et une sur-représentation judiciaire et judiciarisée des classes populaires. Par rapport à cet élément-là, je vais peut-être vous donner une anecdote de terrain sur la métropole issue de ce qu'on appelle en sociologie la haute bourgeoisie. Elle se nommait comme telle, elle n'avait pas de problème avec le mot, elle. Et du coup, donc je ne vais pas préciser de quelle famille du Nord il s'agit, mais en fait, je veux parler des discriminations racistes dans le monde de l'entreprise. Et en fait, au bout d'un moment, elle me demande d'interrompre l'entretien, parce que du coup, je faisais des parallèles entre le racisme et le sexisme dans les processus. Elle me demande de couper le magnéto, et elle me dit, elle n'est pas très bien, et elle me dit, vous vous imaginez dans tous les milieux sociaux, dit dans nos milieux à nous,
on a une véritable omerta, le mot il vient de la mafia. La loi de l'omerta dans la mafia, c'est celui qui parle, il est assassiné. Donc, elle parle d'une sorte d'omerta sociale. Chez nous, on n'a pas accès aux assistantes sociales et on n'y va pas. Parce que, en fait, on va être banni socialement de nos milieux. Les femmes qui vont dénoncer les violences de leur fils, les viols de leur fils, ou celles qu'elles subissent elles risquent d'être bannies de la classe sociale qui est la leur. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je ne soupçonnais pas du tout ce genre de mécanisme-là, puisqu'on n'en parlait pas dans le grand public. Et elle disait bah, comment ça se résout, ça se régule, parce qu'on ne va pas quand même... j'imagine que vous ne laissez pas faire quand il y a des situations. Elle disait, y compris quand il y a des moments où ça part en divorce pour pouvoir se séparer, ça se régule en interne à coup d'avocat et de notaire, et surtout avec un silence pour que personne ne parle de ces situations-là. Il y a des difficultés particulières, si vous m'entendez bien, aux femmes de classe moyenne et de classe supérieure à pouvoir parler de ces questions-là aussi. En fait, chaque milieu social, finalement, a ses propres difficultés à pouvoir libérer la parole. En tout cas, depuis Balance ton port et MeToo, je viens de le dire, les violences faites aux femmes, c'est transclasse. On sait aussi maintenant que les violences faites aux femmes n'ont pas de couleur de peau, n'ont pas d'origine, n'ont pas de religion. En fait, elles se situent un peu partout. Malheureusement. Mais en tout cas, du coup, maintenant, on le sait, il faut qu'on puisse agir dans ce sens-là. C'est que on est en train de quitter, mais par contre, on n'a pas encore de support vidéo autrement qu'avec une figure excellente comme ici, le Marcello en question. Excusez-moi si je suis maladroit en le disant comme ça. Il n'y a pas seulement quelques coups et un moindre petit coup peut tuer. Là, on est sur torture et acte de barbarie. Il y a la totale, viol, prostitution, violence sur enfants, torture et acte de barbarie sur les enfants. Il cumule effectivement, c'est pour ça que le terme d'emprise, ce film, il est assez incroyable pour se rendre compte de ça. Au long du film, la tentacule et l'emprise qu'il met en place. Il y a la question des violences, il y a la question des petites violences qui ne sont pas forcément des coups. Vous voyez les moments où quand il débarque d'un coup, elle improvise comme ça, puis qu'elle tremble. Tout ça fait partie des mécanismes de violence, mais c'est les violences psychologiques cette fois-ci. Marcello, là, on voit que la question des violences physiques, c'est une forme de système totalitaire. Il contrôle totalement sa victime. Il contrôle ses habits, il contrôle l'argent qu'elle a, son travail, sa formation, le permis, l'accès à la voiture. Il la coupe de ses parents, il la coupe de ses amis. Il la coupe visiblement de ses voisines aussi, d'après ce qu'on voit dans le film. Il la dévalorise en permanence, y compris sur des petites choses. Des grandes choses, la question du ménage, il y a une forme d'exploitation. Il la dévalorise et la dénigre en permanence. Son corps, ses fringues sont attaquées. Bon. Dans le film, et le système totalitaire qui est posé sur une personne. Et que, de ce point de vue-là, si vous êtes en train de me suivre, j'essaye de faire en sorte, dans ce que je vous propose à penser, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, de faire attention à ce sens et de rapprocher ça de nous tous et de nous toutes, y compris dans nos propres histoires de couple et de famille, y compris pour chacun dans la salle, c'est pas seulement des autres qui peuvent être des hommes violents. Nous sommes les hommes, nous vivons une particularité, éduqués à la violence. Nous avons autant d'hommes violents. Pas tout le monde a tué, c'est pas ça, sinon ça se verrait statistiquement. Mais il faut faire attention, pour moi le point de bascule, il est sur le moment où dans notre tête, à un moment donné à un autre, on s'autorise à la violence, on ouvre le cycle de la violence, quelle qu'elle soit, puisqu'il y avait si tout le monde ne tuera pas. J'essaie de faire gaffe, c'est pas super simple. Mais... Maintenant, je voudrais essayer d'attirer votre attention sur deux. On pourrait avoir deux analyses différentes, peut-être qu'elles sont complémentaires, moi j'en sais rien, je ne suis pas assez expert là-dessus.
clinique, au niveau psychologique, peut-être qu'il a eu comme ça. Si je ne me trompe pas, dans le film, on le dit à un moment donné. Donc peut-être parce qu'il a vécu des violences, il est à son tour violent. Tous ceux qui subissent des violences dans leur enfance ne sont pas forcément des personnes violentes après.